bonjour à tous et toutes. Je vais du coup commencer en mettant euh, la présentation en plein écran pour que ce soit plus agréable pour le visionner. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un thème intitulé Faut-il faire participer nos enfants aux tâches domestiques et comment? Alors, pour me présenter succinctement, je m'appelle Laura Damontao. Je suis formatrice petite enfance. J'interviens auprès des parents, des professionnels de la petite enfance et je suis spécialisée dans la qualité du lien adulte-jeune enfant, donc tout ce qui touche aux émotions, l'autorité, l'estime de soi, etc. Et en parallèle de cette activité, je suis également doctorante chercheur en sciences de l'éducation et de la formation. Et dans le cadre de ma thèse de doctorat, je m'intéresse à la qualité du lien entre l'enseignant et l'élève qu'il considère difficile dans les classes de maternelle. Voilà rapidement pour me présenter. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, donc j'appuie ce que je vous propose sur plusieurs sources, dont des blogs parentaux et des articles, dont j'ai mis quelques sources comme Naître et grandir, parenthèse, et des articles scientifiques que j'ai pu, enfin voilà, que j'ai pu avoir accès, auxquels j'ai pu avoir accès à travers des moteurs de recherche comme Kern ou Google Scholar, ainsi que certains ouvrages comme celui de Daniel Siegel sur le cerveau de votre enfant. Et juste pour vous préciser qu'un grand nombre d'outils de mise en pratique que je vais vous proposer aujourd'hui pour la visioconférence, ce n'est pas le fruit de ma création, c'est le fruit de la création d'un organisme qui s'appelle APECOM. Et donc, je suis formée et certifiée par eux pour pouvoir les utiliser, mais c'est leur propriété intellectuelle. Alors j'aime bien commencer par un peu une petite image humoristique au vu du thème. Donc là c'est une petite image avec un parent qui propose à son enfant on range ensemble et puis l'enfant qui dit bah c'est une bonne idée mais sans moi tu iras plus vite. Alors je vous propose de commencer par une petite question et de vous laisser répondre dans le chat. À votre avis, à partir de quel âge un enfant peut-il commencer à participer aux tâches domestiques? Donc voilà, je rejoins la visio pour pouvoir voir ce que vous mettez dans le chat. Donc je vois 3 ans, 3 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 4 ans, 2 ans. Ouais. Dès qu'il peut déplacer un objet, 18 mois, 2 ans, 3 ans. Merci beaucoup. Alors pour reprendre, bah, ça rejoint complètement ce que vous avez partagé, ce que j'ai pu lire dans le chat. Donc aujourd'hui, on considère effectivement que dès 2-3 ans, un enfant peut commencer à participer aux tâches domestiques, donc dès qu'il acquiert un certain niveau d'autonomie. Alors forcément, ce seront au début des petites tâches comme aider à ranger ses jouets, trouver des chaussettes semblables parmi celles qui sont sèches, placer ses chaussures à côté de la porte d'entrée, accrocher son manteau à un crochet qui est à sa hauteur, mettre un déchet dans la poubelle, verser des ingrédients dans un bol, découper les feuilles de laitue, etc., etc. Ce sur quoi je vais accentuer maintenant, c'est au-delà du faire, hein, des choses qu'il peut le faire, c'est comment on peut l'accompagner pour développer cela, pour l'accompagner au mieux. Et pour ça, je vous propose qu'on découvre ensemble comment fonctionne l'apprentissage chez un jeune enfant. Et alors là, je vais revenir dans la visio. Alors, je ne vous vois pas et encore une fois, comme le disait Madame Fourcade, voilà, si pour l'anonymat, ne mettez pas vos caméras, pardon. Mais voilà, pour ceux et celles qui peuvent le faire derrière leur écran, je vais vous proposer une petite mise en pratique. Alors, je vous demanderai, quand je mets ma main à droite, de tourner votre tête à droite. Quand je mets ma main en haut, de lever votre tête. Quand je tourne ma main à gauche, de tourner votre tête à gauche. Et quand je baisse ma main, de baisser votre tête. Allez, c'est parti, on y va. Ça, c'est pour le premier exercice. Je débrieferai ensuite
sur les 2 exercices. On va refaire l'exercice une deuxième fois. Alors maintenant, quand je tournerai ma main à droite, je vous demanderai de lever votre tête. Quand je lèverai ma main, je vous demanderai de baisser votre tête. Quand je tournerai ma main à gauche, je vous demanderai de tourner votre tête à droite. Et quand je baisserai ma main, je vous demanderai de tourner votre tête à gauche. Je le redis encore une fois, contrairement à la fois d'avant où je l'ai dit qu'une fois. Quand je tournerai ma main à droite, je vous demanderai de lever votre tête. Quand je lèverai ma main, je vous demanderai de baisser votre tête. Quand je tournerai ma main à gauche, je vous demanderai de tourner votre tête à droite. Et quand je baisserai ma main, je vous demanderai de tourner votre tête à gauche. C'est parti. Bon, j'arrête là la deuxième mise en pratique. J'aimerais que vous me disiez parmi sur la première, celle où je disais on tourne la main à droite, je tourne la main à droite, vous tournez votre tête à droite. Qui a pu réussir à suivre? Vous pouvez mettre oui, comme ça c'est plus facile. La première est faisable, la seconde est dure, ouais. J'ai réussi aucun, oui. Non. Oui pour la première. Ok. Et alors pour la deuxième, est-ce que vous pouvez me dire oui ou non? Est-ce que vous avez réussi à suivre la deuxième? Non, même si les consignes étaient claires. Oui, j'ai quelqu'un qui me dit oui pour la deuxième. Pas du tout. Non. Euh, Oui pour la deuxième, pas pour la première. Non. Ok, merci beaucoup. Alors, pour la première, j'ai fait plutôt appel à des oui pour la première, partiellement pour la deuxième. J'ai fait plutôt appel à des automatismes. Pourquoi? J'ai eu beau vous donner les instructions pour cette chorégraphie qu'une fois. Bon, tourner, si je tourne la main, tourner la tête d'un sens, tourner la main à gauche, tourner ma main à gauche, tourner la tête à gauche, etc. Je suis quelque chose d'assez logique. Qui est du coup appelle à un automatisme. Nous, chez APECOM, on parle d'une autoroute. Hein. Il faut imaginer, on a une voiture, ça va vite. Par contre, comme je vous ai montré, j'ai fait exprès dès la première d'accélérer. Et à la fin, je vous ai donné 2 indications différentes sur la première. On va y revenir après sur justement comment accompagner un enfant sur les tâches ménagères et je reparlerai de ce moment. Sur la deuxième, c'était absolument pas logique ce que je vous ai proposé. C'était peut-être la première fois et certainement la première fois que vous entendiez parler de cet enchaînement. Et donc, si on reprend l'exemple d'une voiture, bah là, c'était comme si avec votre voiture, vous étiez face à une forêt vierge. C'est impossible d'avancer, c'est super dur, on comprend rien. Et donc, on a beau avoir, j'ai beau avoir expliqué 2 fois les instructions contrairement à la première, forcément, ça va être très compliqué de suivre. Et on va voir que beaucoup de choses que nous on demande en tant qu'adultes à des enfants de faire, bah, pour nous forcément ce sont des automatismes, hein, ça c'est logique. Alors que pour un jeune enfant, parce qu'il est en plein apprentissage, parce que son cerveau est immature, c'est comme des chemins dans des forêts vierges, donc ça va demander du temps, hein, au même titre que si on se voyait tous les jours à la même heure, et ben pour apprendre le deuxième enchaînement que je vous ai proposé, ben, il va falloir de la répétition, du temps, pour que petit à petit le chemin s'élargisse, que l'apprentissage puisse commencer à avoir lieu, donc devienne un peu un chemin dans la campagne. Une départementale, on arrive à avancer plus vite, on arrive plus facilement à retenir les mouvements avant de devenir un automatisme. Ça va demander de la répétition et de la répétition. Et donc justement, je vais reprendre ces éléments-là à travers la présentation. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette mise en pratique avec moi. Donc comment fonctionne l'apprentissage chez un jeune enfant? Et pour ça, du coup, je vais reprendre ce qu'on a vu en parlant du cerveau. Pour ceux qui étaient là hier, c'est la partie que j'ai déjà présentée hier sur le développement du cerveau. Ça me paraissait important de revenir dessus. Donc, pour ceux qui étaient là, ce sera une redite. Alors, notre cerveau, il est constitué de 85 milliards de neurones.
J'ai mis l'image d'un ciel étoilé parce que si ce soir le ciel était dégagé et qu'on pouvait voir l'intégralité des étoiles visibles à l'œil nu, on pourrait voir 10 000 étoiles. Pourtant, on a l'impression que le ciel il y a une profusion d'étoiles, il y en a 10 000 et il faut imaginer du coup qu'à l'intérieur de notre cerveau, il y a 85 milliards de neurones. Tout au cours du moment de la grossesse, jusqu'à 25-30 ans environ, ces neurones vont se connecter. Un neurone peut être connecté à 10 000 neurones. Qu'est-ce que ça veut dire des neurones connectés? Ça veut dire différentes informations qui circulent, qui sont traitées, qui sont analysées et qui en général conduisent à un comportement particulier. Donc typiquement par rapport à la mise en pratique que j'ai faite, le premier, je tourne ma main à droite, vous tournez votre tête à droite. Je tourne ma main à gauche, vous tournez de votre tête à gauche. Ça, c'est deux informations différentes qui, comme on l'a vu, étaient un automatisme. Mais forcément, à l'arrivée au monde, très peu d'éléments sont automatiques, si ce n'est respirer, la régulation de la température du corps, et beaucoup de choses vont être apprises en lien avec l'environnement. Donc, le cerveau d'un jeune enfant, il est constitué d'1 million de milliards de circuits neuronaux. Donc, il est constitué d'1 million de milliards de possibles. Hein. L'enfant peut parler toutes les langues du monde, y compris celles qui ont disparu aujourd'hui ou celles qui n'existent pas encore. Mais forcément, ce qui va être développé, ça va être le ou les langages qui vont être parlés dans son environnement quotidien. Le cerveau d'un adulte, lui, il est constitué de 300 000 milliards de circuits neuronaux. La grande différence, comme on l'a vu avec un jeune enfant, c'est que ce sont des automatismes. Donc, en ce moment-là, il fait, je sais pas pour ceux où est-ce que vous êtes situés, mais en tout cas, quand on est en Île-de-France, là, il fait très froid. Si je dois sortir dehors, je mets une écharpe, des gants, un bonnet pour éviter de tomber malade. Bon, bah, tout ça, c'est des informations différentes qui aboutissent à ce comportement. Forcément, un enfant, si on lui apprend pas, il a besoin d'apprendre pour savoir que quand il fait froid, il y a besoin de mettre des gants, une écharpe, un bonnet. C'est pas du tout un automatisme durant la petite enfance. Et donc c'est toutes ces informations en lien avec son environnement qui vont être répétées, qui vont petit à petit faire que ces différents chemins dans ces forêts vierges vont devenir des autoroutes. Et donc, il y a deux grands, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Il y a deux grandes phases d'élagage synaptique dans la période de l'enfance. La petite enfance de 0 à 6 ans, donc le rythme est très, très élevé avec de nombreuses compétences concernées, la motricité fine, le langage, le lien social, les émotions, etc., etc. Et puis, une deuxième grande phase a lieu à l'adolescence. C'est pour ça que c'est une phase aussi un petit peu compliquée. Donc les deux modes d'apprentissage du jeune enfant, mais qu'on retrouve tout au long de la vie, hein, c'est l'imitation, ce qu'on appelle les neurones miroirs, et la répétition. Ce que je disais, hein, si on devait apprendre cette deuxième chorégraphie ensemble, on aurait besoin de la répéter plusieurs fois, et puis ça aiderait si moi je fais avec vous, hein, pas seulement si je répète les consignes, mais si je le fais avec vous, pour que le plus rapidement possible, ces chemins deviennent des autoroutes. Pour autant, le rythme d'apprentissage sera différent d'un individu à un autre parce qu'on a tous nos zones de facilité et nos zones où c'est plus compliqué d'apprendre, au même titre que les enfants. Donc, il y aura des apprentissages qui seront plus faciles que d'autres. Et bien sûr, ce sera également le cas dans les tâches domestiques. Alors, comment accompagner cet apprentissage? Je vais revenir à la visio. Et du coup, je vais vous laisser imaginer. Donc, on va revenir sur cette deuxième chorégraphie et vais vous laisser imaginer que vous êtes face à moi et qu'il n'y a que nous dans cette salle de chorégraphie pendant que vous essayez de suivre ces pas que je dis. Donc voilà, je vous redonne la chorégraphie. Quand je tourne ma main à droite, vous devrez lever votre tête. Quand je lève ma main, vous devrez baisser votre tête. Lorsque je tournerai ma main à gauche, vous devrez tourner votre tête à droite. Et lorsque je baisserai ma main, vous devrez tourner votre tête à gauche.
Donc, imaginons qu'on commence ensemble, du coup. Donc, je commence. Et là, très rapidement, je vous dis, non, mais ça va pas du tout ce que vous faites, hein. Alors, c'est quand même pas très compliqué, hein. Moi, les autres étudiants que j'ai eus avant vous, ils ont réussi très facilement, hein. Je pense que vous y mettez pas de bonne volonté. Bon, allez, concentrez-vous un peu, vous allez y arriver. J'aimerais que vous me disiez dans le chat, est-ce que ça vous motive ce que je viens de vous dire ou est-ce que ça vous démotive pour continuer l'apprentissage? Ça démotive, démotivé, ça démotive, démotivation, démotivé, démotivé. Ouais. Je crois que c'est démotive. C'est voilà, tout le monde dit démotivé. Alors effectivement, on va y revenir après. Pourquoi c'est démotivant? Parce que il y a du jugement. Il y a de la, hein, j'ai du jugement. Ça va pas du tout ce que vous faites. Je tiens pas du tout compte. Effectivement, j'ai une personne qui dit comparaison avec les autres. Tout à fait. Je vous dis, ça va pas du tout ce que vous faites, c'est quand même pas compliqué. Bah si, c'est compliqué. Parce que peut-être que moi, ça fait 10 ans que je fais cette chorégraphie et je la connais par cœur. Mais pour vous, c'est la première fois que vous l'entendez. C'est un chemin dans une forêt vierge et c'est difficile. Et effectivement, le deuxième point, c'est que je compare avec les autres. Or, on s'en fiche des autres. Là, l'important, c'est vous, la difficulté, et c'est prendre le temps qui est le bon pour vous pour apprendre. On va y revenir après par rapport aux jeunes enfants. Ok, on va avoir un deuxième style d'instructeur. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont pu participer. Donc on recommence. Je vous redis comment dire, les instructions. Donc on va commencer. Et puis très rapidement, je vous dis, ah ouais, non, c'est trop compliqué, je le sens pas, j'ai peur que vous vous fassiez mal. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à votre place. Restez tranquille pendant ce temps de la chorégraphie, reposez-vous, je vais le faire, ça ira plus vite. Est-ce que ça vous motive ou est-ce que ça vous démotive, si vous pouvez me dire dans le chat? Démotive, démotive. Sentiment d'être rabaissé, démotive. On se sent incapable quand même, on n'apprend rien. Démotivé, incompréhension, humiliation. Ouais, c'est dénigrant, ça démotive. Ouais, merci beaucoup. Alors effectivement, ce deuxième instructeur, il a aussi une façon. Donc c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup. Il y a le faire, mais il y a comment j'accompagne à faire hein, dans les apprentissages. Et là, cette deuxième en fait non, tu vas pas y arriver. J'ai peur pour toi. Ou j'ai peur pour vous. Je vais faire à votre place. Hein, ça ira plus vite, ce sera plus simple. Ça aide pas du tout, ça démotive. Et comme plusieurs l'ont dit, en tout cas, c'est ça que je comprends derrière les plusieurs mots de dénigrant, humiliation, etc. Ça joue sur l'estime de soi. Et on va le voir pourquoi. Ça joue notamment sur la sphère de la confiance en soi. Hein, parce que là, moi, je suis la figure d'autorité. C'est moi qui connais qui connaît la chorégraphie, qui vous l'enseigne. Et en tant que figure d'autorité, je vous dis, ah ben non, vous y arrivez pas, je vais faire à votre place. Donc ça joue sur la confiance en soi et l'estime de soi. Ok, on va avoir un troisième instructeur. Euh, on commence et puis là, je vous dis, ouais, ce que je vous propose, c'est qu'on va y aller pas à pas. C'est normal que ce soit difficile au début, l'enchaînement est vraiment contre-intuitif. Ce que je vous propose, c'est qu'on répète déjà les deux premiers mouvements ensemble. Donc quand je tourne ma main à droite, on lève la tête. Quand je lève la main, on baisse la tête. Allez, je vous propose qu'on refasse ensemble ces deux premiers mouvements, le temps qu'on mémorise, et puis ensuite, quand ce sera bon pour vous, on passera à la suite des instructions. Est-ce que ça motive ou est-ce que ça démotive cette dernière? Bon instructeur, bienveillant, ça motive, beaucoup d'écoute, motivé. On se sent soutenu. Ça motive, ça simplifie aussi, ça encourage, ça donne confiance en l'autre, plus de temps pour intégrer. Ouais. J'ai réussi les premiers mouvements. Bravo. Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, là, on voit qu'on est sur un tout autre accompagnement de l'apprentissage. Ça semble plus simple. Pourquoi? La première chose, c'est que
je dis le niveau de difficulté, je dis que c'est pas facile. Et ça, déjà, ça fait du bien. Quelqu'un dit bienveillant, je pense que ça joue le fait de nommer la difficulté et de dire, bah, en fait, là, on va décortiquer l'apprentissage et on va la mettre au niveau de ce qui est possible pour faciliter l'apprentissage. Et dans ces moments-là, c'est pas facile d'apprendre et donc soutenir et à la fois faire avec. Encore une fois, on apprend beaucoup à travers l'imitation et décortiquer là en disant bah on va faire que les premiers mouvements, ça aide énormément à être investi, à garder la motivation. Hein. Sans motivation, c'est difficile d'apprendre et du coup à en faire plus rapidement des automatismes. C'est exactement ce qui est fait en général hein, lorsqu'on apprend à conduire. On y va pas à pas, hein, on fait pas tout de suite. Bah, c'est le même principe. Donc, je vais revenir sur la présentation. Je vous remercie beaucoup pour vos retours et la participation à l'exercice pour ceux qui pouvaient, celles et ceux qui pouvaient. Donc, comment accompagner cet apprentissage les mots que l'on pose, comme on vient de voir à travers la mise en pratique, sont hyper importants. Donc, alors dans la petite enfance, mais au final, au global, hein, l'enfant a besoin, alors vraiment dans la petite enfance, il a besoin qu'on fasse avec lui les tâches pour l'aider à apprendre. Donc, c'est par exemple si on souhaite lui apprendre de commencer à ranger sa chambre, bah c'est bah viens, on va faire ensemble. Moi, je vais en faire une partie et tu fais avec moi. Donc c'est vraiment aider, être présent là comme le chorégraphe qui va faire avec vous la chorégraphie. Ce qui est hyper important, c'est ce qu'on a vu sur le dernier instructeur, c'est l'important d'être patient avec le temps qui est pris. Forcément, dans les premiers temps, lorsque ce sera les premiers moments d'apprentissage, ça va être un chemin dans une forêt vierge. Donc ça, c'est aussi important de se dire, bah, est-ce que là, pour moi, c'est un bon moment de proposer cette règle ou pas? Hein, il y a des moments où on manque de temps et c'est normal. Dans notre vie d'adulte, on a souvent beaucoup de choses à faire. Et donc aussi, c'est selon moi, c'est important de se dire, bah, est-ce que ce moment-là, c'est un moment qui est pertinent puisque c'est un moment de début d'apprentissage, ou est-ce que j'ai pas le temps? Là, je le fais, je dis ce que je fais, et puis on prendra un autre temps où j'ai le temps d'avoir de la patience, de le laisser faire à son rythme pour débuter l'acquisition de cet apprentissage. Donc c'est à la fois la patience avec le temps pris, et à la fois de se dire bah, dans quel moment j'ai cette possibilité d'être patient par rapport au réel de mon quotidien. Euh, pour un jeune enfant, ce qui est important aussi, c'est qu'on énonce, imaginons par exemple que il y a eu une activité coloriage, donc avec des feuilles qui ont été prises ou un petit livret de coloriage et puis des crayons de couleur. Ça va être plus facile pour un enfant d'avoir l'acquisition si on dit une tâche et ensuite l'autre, plutôt que de dire bah voilà, range tes crayons de couleur et ton livre, où on va ranger ensemble les crayons de couleur et le livre. Il y a des chances qu'une partie soit perdue. Hein, au même titre que quand je vous faisais la première chorégraphie, même si elle était logique, quand j'ai commencé à accélérer, c'était plus difficile à suivre que si je commence par dire bah tiens, on va ranger les crayons de couleur ensemble. Et puis ensuite, bon bah maintenant, allez, on va ranger le carnet de coloriage. C'est plus facile pour l'enfant du coup de suivre les indications de son parent. On va revenir après sur l'autonomie, mais parce que l'autonomie aide à la prise de responsabilité. Mais dès cet âge, on peut dire, bah tiens, par exemple pour les crayons de couleur, je dis n'importe quoi, s'il y en a 4-5 de sortie, si l'enfant sait distinguer les couleurs, hein, sinon ça fonctionne pas, mais dire, bah tiens, quelle couleur tu veux que je range et quelle couleur tu veux ranger. Hein, c'est-à-dire que on va y revenir dessus, mais quel que soit l'âge, on peut avec les tâches ménagères proposées laisser un champ de liberté pour à la fois développer le sens de l'effort et à la fois développer le sens de la responsabilité. Ce qui est très important, c'est de tenir le cadre. Dans le deuxième instructeur que je vous ai proposé, le deuxième instructeur a tout de suite dit ah non mais c'est trop compliqué, non faites pas, je fais à la place. Ben là c'est la même chose que de dire
Ok, bah je voudrais que tu ranges tes jouets. Je te demande de ranger tes jouets. Et puis, voyant que c'est compliqué, voyant que l'enfant se trompe dans les endroits où il range, ou en tout cas qu'il prend du temps, de dire bon bah c'est bon, je fais à ta place. Non seulement il y a pas de possibilité d'apprentissage à ce moment-là, hein, forcément, vu qu'on fait à la place, bah, pour lui à cet endroit-là, l'apprentissage ne se fait pas, ça reste un chemin dans une forêt vierge. Mais en plus, effectivement, ça aide pas forcément d'un point de vue estime de soi. Pour autant, ça veut pas dire que on ne peut pas faire à des moments à la place de l'enfant. C'est juste que au moment où on dit la règle, c'est important de s'y tenir. Mais par exemple, on peut se dire, bah tiens, ce soir, notre enfant est fatigué ou il a déjà fait pas mal de choses, etc. Je vais m'en occuper. Quand je parlais de la répétition, ça veut pas pour apprendre, hein, pour passer de forêt vierge à automatique. Par exemple, pour la deuxième chorégraphie qu'on a vue ensemble, avant que ça devienne un automatisme, si on se voit toutes les semaines pour réviser 3/4 d'heure, c'est suffisant. On n'a pas besoin de se voir tous les jours ou tous les heures. Euh, et vous n'avez pas besoin de répéter la chorégraphie tous les jours ou toutes les heures pour l'apprendre in fine. Donc des fois, bah, selon le contexte, parce que l'enfant est fatigué, parce que l'enfant a déjà eu une journée bien chargée, c'est pas nécessaire de toujours lui dire, notamment un jeune enfant, bon bah là je te demande de ranger tes jouets. On peut faire des fois à sa place. Ce qui compte surtout quand je dis de tenir le cadre, c'est quand on se dit bah tiens là ça va être un moment d'apprentissage, ça va être un moment de répétition d'apprentissage, de dire bah à partir du moment où je le décide, je tiens le cadre et je ne fais pas à sa place. Il y a un petit élément à ce niveau-là que je voudrais dire. Ça peut être difficile de tenir le cadre parce que euh, selon les enfants aussi, les premières fois où on fixe des règles, ça peut générer de la frustration, de la colère et donc tout un comportement éventuellement d'opposition ou de fuite qui peut avoir lieu par rapport à ce qui est demandé. Et, euh, et ça peut être particulièrement difficile pour soi en tant que parent à vivre. Et donc, je voudrais aussi dire que c'est important aussi d'être bienveillant envers soi et c'est totalement normal que ce soit difficile. Donc c'est aussi être bienveillant sur le fait est-ce que là j'ai l'énergie aujourd'hui pour tenir le cadre ou pas. Si voilà, je sens que ça va être un moment compliqué. Donc encore une fois, c'est pas ce qui compte, c'est pas que ce soit systématique ou que enfin ce qui compte, c'est est-ce que c'est un bon moment pour moi pour soutenir l'enfant à ce moment-là dans cet apprentissage et d'accepter de tenir le cadre et dire bon bah là tant que ça c'est pas fait, moi j'ai fait cette partie-là des jouets ou j'ai fait cette partie-là des crayons de couleur à ranger. Dire bah tant que là c'est pas fait, bah, on passe pas à l'activité d'après. Et donc, est-ce que ça, c'est un moment OK pour nous de tenir le cadre fixe? Encore une fois, c'est grâce au fait que le cadre soit tenu que l'apprentissage peut avoir lieu et qu'à terme, en fait, il n'y ait plus du tout de frustration en lien avec ça parce que ce sera juste un automatisme de ranger une fois on a fini de jouer, une fois que la fin de journée a lieu ou une fois que le week-end est arrivé, par exemple, peu importe la règle qui a lieu au sein du foyer de chacun. Euh, Comme on l'a vu là sur le dernier instructeur, c'est aussi pour un jeune enfant forcément d'ajuster le niveau de difficulté parce que des fois l'enfant ne fait pas juste parce que le niveau est trop difficile. Donc comme on l'a vu là sur le dernier instructeur, de diviser la difficulté et d'ajuster au niveau, ça aide à remotiver et donc du coup à oser, à persévérer et finalement à suivre ce qui est proposé par le parent. Alors, je vais juste redire aussi assez rapidement d'autres tâches domestiques qui peuvent être proposées un peu plus tard, toujours sur cette période de la petite enfance. Alors, il y a des éléments qui sont proposés entre 3 et 4 ans, d'autres 4 et 6 ans. Donc, bon, je les ai mis dans un gros tout. Donc, en gros, l'enfant peut ranger ses jouets, mettre ses vêtements sales dans le panier à linge, aider à mettre la table. Donc, au début, forcément, dans les 3 4 ans, plutôt en plaçant les ustensiles non dangereux. Et puis, à partir de 5 6 ans, il peut mettre la table au global. Arroser les plantes, au début avec la supervision des parents, bien sûr, et après, il peut être complètement autonome sur cette tâche, euh, etc. Ce type d'activité.
On va voir que pour d'autres tâches, c'est un petit peu après. Et du coup, je vais revenir sur le développement du cerveau avec ce livre. Si vous intéresse, c'est Le cerveau de votre enfant du médecin Siegel, qui utilise pas mal de métaphores pour expliquer tout ce qui se passe. Et donc, j'utilise l'une d'elles qu'il propose dans son livre. Il dit que voilà, il faut imaginer le cerveau comme une maison où on aurait au rez-de-chaussée le cerveau du bas et au premier étage le cerveau du haut. Très succinctement, dans le cerveau du bas, on retrouve des fonctions basiques comme le fait de cligner des yeux, de respirer, qui sont des automatismes dès l'arrivée au monde. Le ressenti d'émotions fortes comme la peur, la tristesse, la colère, et des réactions impulsives comme le fait d'affronter, de fuir, s'éloigner ou de se figer. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà partagé hier, mais pour information, le développement des compétences des circuits neuronaux n'a pas lieu au même moment. Le fait de ressentir de la colère et d'affronter, ou de la peur de fuir, s'éloigner, se figer, etc., ce circuit neuronal-là est devenu un automatisme et fonctionnel dès 2-3 ans. On retrouve par contre dans le cerveau du haut le langage, ce qui va nous intéresser là, des fonctions cognitives complexes comme le fait d'être en capacité d'organiser, de planifier, de penser, d'imaginer, de réfléchir, et puis des fonctions aussi de régulation émotionnelle diverses, en lien notamment lorsque l'on ressent par exemple de la colère ou de la frustration comme émotion. Alors, la connexion entre cerveau du bas et cerveau du haut, en fait, elle est plus longue à arriver par rapport aux réactions impulsives qu'on a vues tout à l'heure, puisqu'on considère aujourd'hui qu'elle est connectée à 80% autour de 7-8 ans. Donc, ça prend plus de temps à être mis en place. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle l'âge de 7 ans l'âge de raison. Et comme on évoquait tout à l'heure, cet âge entre 0 et 6 ans est un âge où a lieu le développement de beaucoup de compétences en forêt vierge vers des automatismes. Et donc forcément, si en tout cas, c'est encore une fois, c'est au sein de notre foyer que l'on décide. Il y a pas, chacun fait bien comme il le sent. Mais en tout cas, débuter l'apprentissage des tâches domestiques durant la petite enfance, c'est-à-dire dès 2-3 ans, 3-4 ans, bah, ça aide à l'inscrire en habitude en fait. On est vraiment dans cette phase où plein de compétences sont apprises et où du coup, ça devient des automatismes. Il y a plus il n'y a pas de frustration à l'idée d'en faire, c'est juste automatique. Et donc, ça aide à réduire les échanges conflictuels du quotidien du type, ben non, je ferai pas. Pour autant, si c'est quelque chose qui nous parle pas à nous en tant que parents et que c'est quelque chose qu'on souhaite pas faire avant que l'enfant ait 6, 7, 8 ans, c'est bien sûr totalement, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est ce qui nous parle à nous en tant que parents. La seule chose qui va avoir lieu, c'est que forcément, eh bien, à 6-7 ans, ce sera ces circuits neuronaux-là, ils seront encore comme un chemin dans une forêt vierge. Ça va générer de la frustration. Et c'est normal, du coup, il y ait besoin de tenir le cadre au début. C'est ça qui va être le plus important, de tenir le cadre, de tenir la règle fixe pour que petit à petit, comment dire, ce développement de compétences puisse devenir un automatisme. À partir de 6-7 ans, ce qui est possible de faire aussi, puisque l'enfant, encore une fois, est connecté à son cerveau du haut, a beaucoup plus de capacité à penser, à réfléchir, à avoir de l'empathie cognitive et donc à comprendre les besoins d'autrui. On peut expliquer, bah là, par exemple, moi j'ai besoin de voilà, je faisais ton lit jusque là, mais j'ai besoin de pouvoir m'appuyer sur toi pour que tu fasses ton lit. Voilà, ça m'aiderait que tu contribues à cette tâche-là. Le fait de partager notre besoin pour le quotidien et pour le bien-être du foyer, c'est quelque chose qui est accessible à partir de 7-8 ans, qui va être beaucoup moins accessible pour un jeune enfant. Je vous donne un exemple, puisque moi je suis beaucoup avec des parents de jeunes enfants.
pour quelque chose qui n'est pas en lien avec les tâches ménagères, mais en lien avec les règles. Si on dit à un jeune enfant, bah là j'ai besoin que t'ailles dormir et que bah tu nous déranges pas parce que bah nous on a besoin de temps pour souffler avec papa, avec maman, peu importe. Euh, c'est quelque chose qui va avoir du mal à être compris par un jeune enfant. Pourquoi? Parce que ça nécessite de mobiliser des circuits neuronaux en lien avec le cerveau du haut qui, encore une fois, sont peu accessibles pour un jeune enfant, qui vont être beaucoup plus accessibles à partir de 7-8 ans. Donc, à partir de cet âge-là, on peut complètement évoquer ses besoins et ça, encore une fois, par effet d'apprentissage, d'imitation, l'enfant pourra aussi dire, apprendre à verbaliser ses propres besoins. Euh, Par ailleurs, du coup, pour les foyers je vais accélérer un peu, je vois l'heure. Les foyers qui ont plusieurs enfants, frères et sœurs, c'est bien sûr extrêmement important que chaque enfant, si ça fait partie du foyer, de contribuer aux tâches domestiques, c'est important que chaque enfant contribue de façon équitable, en cohérence bien sûr avec ce qu'on a vu avec l'âge de chacun. Mais c'est important parce que sinon il peut y avoir des sentiments d'injustice qui voilà qui soient générés chez certains enfants et le sentiment d'injustice génère de la colère. Hein, les émotions sont liées à des besoins insatisfaits et l'injustice provoque de la colère. Au même titre que si au sein de notre foyer, nous, on a l'impression qu'on fait beaucoup plus d'un point de vue tâches ménagères que notre conjoint si on vit à deux, eh bien, on peut le vivre comme un sentiment d'injustice et avoir beaucoup de colère et du coup des reproches, etc., qui aient lieu. Donc, c'est important effectivement voilà, que chaque enfant considère que la répartition soit faite de façon équitable. Euh, Comme j'évoquais tout à l'heure, dans l'implication des tâches domestiques, comme dans tout type de règles établies au sein du foyer, on peut allier cadre fixe et autonomie. Et pour ça, je vais vous proposer un petit outil des cadres. Voilà, est-ce que vous voyez bien mes mains? Oui, on voit très Super. bien. Alors, ben, nous, ce qu'on propose, du coup, c'est justement, je l'évoquais en début de conférence, c'est un cadre, comme on l'a dit, qui soit fixe, hein, parce que pour apprendre, il y a besoin de bords fixes, mais qui propose aussi de l'autonomie. Euh, À contrario, hein, d'un cadre qui soit uniquement comme celui-là, où en fait, il y a quasiment pas d'espace d'autonomie. Hein, on imagine s'il y a plusieurs enfants, alors là, vraiment, ce serait très serré. C'est déjà très très fatigant pour les parents, et puis ça peut faire vite générer un sentiment d'étouffement pour les enfants, et du coup la volonté à terme de fuir, hein, à l'adolescence, complètement le cadre. Euh, et c'est également différent, hein, de ce type de cadre où effectivement on énonce des règles, mais comme on les tient pas, bah, finalement, en fait, il n'y a pas de règles. Hein, il n'y a pas d'apprentissage de règles puisque finalement les bords ne sont pas assez solides pour que on tienne, pour que le cadre soit tenu. Donc, bien que les bords soient fixes et donc pour permettre cet apprentissage, encore une fois, c'est pas nécessaire que ce soit systématique. L'important, c'est que ce soit répété et qu'on les tienne lorsqu'on énonce les règles. On peut du coup, c'est important de laisser de l'autonomie. Alors, je vous donne un exemple. Je donnais l'exemple tout à l'heure du jeune enfant à qui on va dire, bah, tu décides quel crayon de couleur, quelle couleur tu ranges et moi quelle couleur je range. Pour un enfant un peu plus grand, hein, qui aurait 8-9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, bah, ça peut être, bah, par exemple, à la fin du week-end, bah, je voudrais que l'aspirateur soit passé. Mais c'est toi qui décides de quand tu le passes, c'est toi qui organise, c'est toi qui planifie, je te fais confiance, c'est toi qui fais comme tu souhaites. Euh, si je vais repasser pour que vous me voyez, hop, à l'autre. Il y a une ou deux personnes qui n'ont pas réussi à avoir la démonstration. Laura, du coup, j'explique la Ah démonstration. mince. Donc Ouais. en fait, vous avez mis une balle sur un cadre avec, pour l'un, des rebords qui empêchaient la balle de tomber, et pour l'autre, pas de rebord, et du coup, bah, qui avait pour objectif d'imager le fait que bah, sans cadre fixe, sans rebord, et bah, la balle tombe.
Exact. C'est bien résumé? Ouais, merci beaucoup Laurette. Je suis bien désolée pour ceux qui n'ont pas pu voir du coup la démonstration. Je crois que ce sera disponible en replay de toute façon et que du coup via le replay, si vous le souhaitez, vous pourrez revoir cette partie-là. Euh, donc, dans le cadre, par exemple, d'une fratrie, si les enfants sont assez grands, ça peut être aussi la partie autonomie, leur demander qu'est-ce parmi les tâches qui sont faites par les enfants, est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressantes pour certains que pour d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont moins une contrainte pour certains que pour d'autres? Euh, et ça, c'est bien sûr quelque chose qu'on peut faire au sein du couple. Moi, je vous donne un exemple au sein de mon foyer. Il se trouve que mon conjoint, il adore faire la cuisine. C'est un moment sympa pour lui. Moi, je déteste ça, j'ai horreur de ça. Par contre, ça me dérange pas de faire la vaisselle. C'est vraiment pas un moment qui est compliqué pour moi. Et donc, il fait plus souvent la cuisine et moi plus souvent la vaisselle, mais parce que effectivement, finalement, ça nous convient bien. C'est pour chacun de nous, c'est ce qu'il y a de moins contraignant. Donc, on peut ça fait partie de l'autonomie. On peut aussi voir au sein des enfants, est-ce qu'il y a des tâches qui sont plus intéressantes pour certains et est-ce que du coup, il y a cette possibilité de coopération et puis pour les tâches que personne n'aime, se dire bon du coup, ça va être chacun son tour. Mais ça, effectivement, l'autonomie apprend la responsabilité, ça apprend aussi le fait que je n'agis pas seulement à travers, entre guillemets, la contrainte parce que le cadre est fixe, j'apprends aussi parce que j'ai appris à planifier, à m'organiser et que dans ce sens-là, ça me va bien. Peut-être que mon frère, ma sœur va faire différemment, mais moi, c'est ça qui me va bien. Et ça permet le fait que quand je vais habiter seule ou en couple ou peu importe plus tard, quand je quitterai le nid familial, eh bien, je maintiendrai, j'ai des chances de maintenir justement l'implication dans ces tâches du quotidien parce que j'aurai développé ce sens de la responsabilité. Ce sera pas le fruit de contraintes pour lesquelles du coup je mettrai cet effort, mais parce que j'aurai développé cette responsabilité. Au même titre que le fait de développer la coopération au sein de la fratrie, encore une fois, s'il y a des tâches qui parlent plus à certains qu'à d'autres, l'important c'est qu'au global, chacun trouve que ce soit équitable dans la répartition. Ça apprend le sens de la collaboration, le sens de la coopération au sein du collectif. Et ça peut être hyper pratique ensuite pour travailler en entreprise. Enfin, c'est des comment dire, c'est des compétences dont on peut réutiliser dans de multiples domaines une fois devenu adulte. Donc, je vais revenir sur la présentation et je vais accélérer parce qu'il est 50. Je vais faire en sorte de finir à 55. Je m'excuse pour mon retard. Contribuer aux tâches domestiques permet de développer le sens de l'effort, comme je l'évoquais. Donc là, c'est un résumé de ce que je viens de dire, des responsabilités, ainsi que la coopération si la répartition des tâches est homogène et acceptée par tous. Ce qui est très important, c'est de placer le bon curseur. Et là, j'ai une petite bouteille d'énergie. Alors, pour ceux qui voyaient que la présentation, voyez si aussi vous pouvez revenir dans la visio, parce que du coup, vous pouvez me voir dans la visio et des fois, je partage des éléments via la caméra de la visio. J'ai avec moi une bouteille, donc de l'énergie disponible. Imaginez que cette bouteille, en fait, avec ce jus coloré, ça représente toute l'énergie que j'ai de disponible sur le mois passé. Ça, chacun peut le faire, hein. De le répartir entre comment cette énergie, elle s'est déployée sur le mois passé, entre les moments contraintes et les moments de ressourcement. Bien sûr qu'il y a besoin que les moments de contrainte soient présents. Encore une fois, c'est le sens de l'effort, c'est le sens de la responsabilité, mais c'est extrêmement important et c'est pour ça que je parlais de placer le curseur au bon endroit, que les moments ressourçants, le verre des moments ressourçants, donc ce que l'on met quand on prend soin de soi, quand on se fait plaisir. Donc, par exemple, le travail, l'école pour les enfants, vous pouvez avoir des moments qu'ils apprécient, que ce soit en termes de matière, que ce soit en termes de professeurs, que ce soit dans les moments de récréation, et des moments qui sont des moments contraints parce que c'est pas du tout marrant. Au même titre qu'au travail, on peut avoir des moments de ressourcement comme des moments contraintes. Ce qui compte, c'est que ce verre de ressourcement il soit toujours suffisamment rempli. Pourquoi? Parce que notre énergie disponible, elle s'entretient grâce à ce verre-là, au moment de ressourcement.
Pour les personnes qui ressentent beaucoup de charge mentale, qui se sentent épuisées, c'est très souvent que ce verre, il est très vide. Donc, quand je parlais de mettre le curseur au bon endroit, c'est bien sûr très important. Quand les enfants grandissent, forcément, il y a l'école, il y a comment ça se passe à l'école. Donc, est-ce que c'est un moment plus ou moins ressourçant selon les conditions? Il y a bien sûr les devoirs à faire, etc. Et puis, et du coup, quels sont les moments plaisir de jeu pour eux qui les ressourcent? Quelle part du temps disponible est allouée à ça? Et ça va être aussi différent selon chaque enfant. Hein, vous allez avoir des enfants adolescents qui vont être de nature plutôt stressés et qui, par rapport à un devoir ou par rapport à certaines matières, vont passer beaucoup plus de temps à réviser, à travailler que d'autres enfants. Donc, ils auront, parce qu'il y a il y a du stress, parce que l'apprentissage est plus long, peu importe. Mais donc, c'est-à-dire que le curseur disponible, il est aussi différent en fonction de la nature et du tempérament de chacun. Mais ce qui compte, c'est de s'assurer que ce moment de ressources, de joie, de moment où on profite soit toujours bien rempli, parce que c'est ce qui permet justement de se sentir bien et d'avoir de l'énergie disponible. Autrement, c'est ce qui favorise la charge mentale. Donc, je reviens à la présentation. Donc, vraiment l'importance de placer le curseur au bon endroit et de prendre soin de la répartition de l'énergie, dans quel verre on le place et à quelle hauteur, en fonction de notre personnalité, de notre tempérament. La dernière chose sur laquelle je souhaite insister, c'est, on parlait d'accompagnement, il y a le faire, il y a comment on accompagne. On a parlé du jugement, de faire à la place, de tenir le cadre, de placer le curseur. C'est aussi du coup très important de faire attention aux mots MOTS et j'ai volontairement écrit mots MAUX entre parenthèses que l'on pose sur les enfants. Pourquoi? Parce que quand on a fait de la mise en pratique tout à l'heure, certains ont dit j'ai senti du dénigrement, de l'humiliation. Et donc autant les tâches ménagères, comme on l'a vu, peuvent favoriser le développement de plein de compétences qui vont nourrir l'estime de soi. Autant nous, dans notre façon d'accompagner, de réagir, on peut le nourrir ou on peut fragiliser cette estime de soi. L'estime de soi, c'est un mot concept qui, donc selon les chercheurs, a différentes définitions. Moi, j'ai repris ceux de deux psychiatres qui sont Christophe Randré et François Lelord, qui disent que l'estime de soi, c'est comme un tabouret, le socle d'un tabouret qui est supporté par trois piliers, la confiance en soi, l'amour de soi, la vision de soi. La confiance en soi, donc quelles compétences je me donne, c'est le fait d'oser et persévérer. Donc ça, c'est le sens des responsabilités, c'est le sens de l'effort. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut nourrir. Au-delà du fait de pouvoir participer au sein de la famille et d'aider, c'est tout ce qu'on peut nourrir en participant aux tâches ménagères, mais ça peut bien sûr être à travers le sport, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est la confiance en soi. La vision de soi, c'est la valeur que je me porte. Et cette vision de soi, elle peut être entravée à travers les mots étiquettes que l'on porte sur un enfant. Et des fois, quand on est énervé, quand on est en colère, on peut avoir des mots étiquettes qui arrivent très vite. En fonction si l'enfant ne fait pas ou ne va pas assez vite dans les tâches ménagères ou même de sens plus large sur les règles éducatives qui sont données au sein du foyer, on peut avoir des mots du type, alors s'il le fait bien, hein, t'es gentil, ou alors t'es méchant, t'es pas gentil, t'es un bon enfant, t'es insupportable, etc., etc. Ce fameux tu avec une étiquette derrière. Et en fait, c'est selon moi extrêmement important de différencier personne et comportement. Toi, toi, mon enfant, enfin, je veux dire, même quand un bébé arrive au monde, hein, il a encore rien fait, mais il a une valeur inestimable. Toi, je t'aime et tu as toute la valeur du monde. Tu peux avoir un comportement qui est pour moi insupportable, qui me génère beaucoup de colère, mais qui revient très souvent et qui me fatigue comme pas possible, mais ça change rien dans la valeur que je te porte et dans l'amour que je te porte. Ça me fatigue, ça me met en colère, mais ça ne change rien sur cet amour et cette valeur que je te porte. Et ça, selon moi, c'est extrêmement important que ça se retranscrit en mots, parce que ce qui est retenu, ça va être les mots qui vont être prononcés.
Et donc, imaginons que là, pendant la visio, on avait dit en règle que les participants coupent leur micro pour ne pas perturber la présentation de la conférence, et puis qu'une personne laisse son micro ouvert et ne, voilà, ne tienne pas compte, ne s'inquiète pas de ce sujet-là et s'en fiche complètement. Bah, ce serait pas du tout la même chose si je disais bah vous êtes insupportable que si je disais bah ce comportement pour moi c'est insupportable. C'est pas la même chose que si je disais bah moi ce comportement ça me met en colère et j'ai besoin que quelque chose soit fait. Ça n'a pas du tout le même impact émotionnel. Et donc c'est important. Vous avez des comportements adaptés, des comportements inadaptés, mais ça n'a rien à voir sur la valeur de la personne. Et toute la complexité de l'estime de soi, c'est que c'est la valeur que je me porte, mais cette valeur que je me porte, elle se construit dans le regard de l'autre et elle se construit notamment dans le regard que mes parents portent sur moi. Donc c'est un paradoxe, mais donc ça me semble important effectivement de dire, et c'est important de faire cette distinction entre personne et comportement. Pour le dernier pilier, l'amour de soi. Hein, l'amour de soi, c'est que je suis convaincue que je suis digne d'aimer et d'être aimée. Il est nourri par l'amour inconditionnel. Donc, quoi que tu fasses ou que tu dises, je t'aime. Hein. C'est tes actions qui ne sont pas acceptables, mais toi, je t'aime. Donc, encore une fois, c'est distinguer personne et comportement. Et c'est quelque chose dont j'ai évoqué hier, dont j'ai parlé hier par rapport à une question qui était posée. Mais moi, je recommande à 1000% d'éviter tout chantage. Hein. Si tu m'aimes, tu feras bien ça. Ou ah bah ton frère il m'aime bien, il le fait. Où on lie amour et un comportement donné. Peut-être que l'enfant va faire le comportement, mais à quel prix derrière sur l'estime de soi et sur le lien qu'il peut faire entre comportement que je fais et amour qu'on me porte. Or, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Et donc, c'est important effectivement de distinguer personne qui amour, valeur et comportement qui est lié au cadre d'autorité, aux règles d'autorité. Voilà, j'ai beaucoup dépassé, je m'en excuse et je vous remercie pour votre temps d'attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On avait un petit peu rogné sur ton temps avec nos petits problèmes techniques. Alors, il y a une question qui est apparue sur le chat un peu en début d'intervention, à savoir pour les enfants neuroatypiques, les élagages synaptiques se font-ils exactement au même moment? Alors, excellente question. Je vous avoue que je ne suis pas spécialisée et que je ne voudrais pas répondre à côté. Là, pour le coup, j'ai cette connaissance-là, je l'ai pas. Donc, je suis pas en capacité de répondre et je voudrais pas dire de bêtises. Je pense que il y a des personnes qui sont spécialistes sur le sujet et moi, cette connaissance, je l'ai pas. Ce que effectivement, j'ai donné, c'est de façon générale, mais j'ai pas cette connaissance-là. Et je m'en excuse du coup de pas pouvoir vous répondre à cette question. Ok. Je vois pas d'autres questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, on peut les lire, on peut les prendre. En tout cas, la visioconférence sera posée sur la chaîne YouTube de la ville de Sartrouville à partir de lundi prochain. Donc, vous pourrez retrouver celle-ci et les autres pour revisionner ou partager aussi avec des proches qui peuvent être aussi concernés par les thématiques. Je vois pas d'autres questions sur le chat, donc je pense que qu'on va clôturer cette rencontre pas si en retard que ça. Pouvez-vous vous remettre... Alors attendez, ici il y a un message. Non, c'est... Pouvez-vous vous remettre sur le site? Je comprends pas la demande. Je crois que c'est par rapport au Par, visionnage encore. par rapport à la chaîne Remettre le YouTube. site. Alors, on l'a mis remettre plus le tôt. site. Ma collègue, on peut le Je vais le remettre remettre, sur la chaîne YouTube de la ville de Sartrouville. On va la remettre sur le chat pour que vous puissiez vous y rendre à partir de lundi prochain. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci infiniment et ben, je vous souhaite une très belle journée, très bel après-midi, un très bel après-midi. Merci Laura. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir.